Alors, donc, on a le plaisir d'accueillir Emmanuel Pétel, qui, si je ne m'abuse, est agronome. Donc, vous faites partie de notre communauté des agronomes. Vous êtes bien agronome, M. Pétel? Oui, je confirme. C'est ce qui me semble, hein, vous êtes ingénieur agronome. En tout cas, vous êtes administrateur à la Direction générale de l'agriculture. Vous êtes aujourd'hui, et c'est une grande chance pour nous de vous avoir, donc vous êtes responsable de l'équipe qui s'occupe de l'architecture verte et qui a pas mal travaillé sur les éco-schemes, sur les contrats environnementaux, enfin les programmes Éco-régime, oui. oui, les éco-schemes. Donc vous avez beaucoup travaillé, ce que la pilote que vous m'avez envoyée, vous avez beaucoup travaillé sur la filière lait, que ce soit, je pense que c'était à l'Onilé, ce qui ne nous rajeunit pas, à Non, l'Onilé, tout à fait. hein, on est d'accord. On ne se connaît pas physiquement. L'Onilé, mais moi à l'époque, moi j'étais dans une DDA et j'avais l'Onilé qui me terrorisait sur les quotas laitiers, c'était peut-être vous, je ne sais pas. Oui, j'imagine C'était votre tâche. peut-être vous. Et puis, vous avez travaillé à France Agrimaire, vous avez rejoint le ministère à la fin des années 90, toujours sur la question des quotas laitiers. Puis, vous êtes passé à la Commission européenne pour voir l'autre côté, j'imagine, toujours sur les quotas laitiers, enfin sur la Tout à politique fait. laitière. Je suis un peu réducteur là, sur les quotas laitiers, sur la politique laitière. Et puis, vous êtes passé début des années 2010 sur les questions environnementales, la conditionnalité. Vous avez dû avoir beaucoup de travail au niveau de la réforme de 2013-2014, puisque vous avez travaillé sur l'architecture, le paiement vert, la conditionnalité. Le paiement vert, oui. Voilà. Et puis donc là, vous avez travaillé sur le nouveau système, enfin les nouveaux outils, les éco-régimes, voilà le terme que je cherchais, les éco-schemes, les nouveaux régimes. Et donc, autrement dit, vous connaissez parfaitement bien les logiques administratives à la fois françaises et européennes. Et vous connaissez parfaitement toutes les questions de l'architecture verte. Donc, vous êtes vraiment l'interlocuteur pertinent qu'il nous fallait pour à la fois comprendre ces questions, comment cette articulation va se faire entre les différents niveaux d'intervention et par ailleurs faire la liaison avec les pratiques agronomiques qui est le cœur de notre métier. Je vous laisse la parole pour 20-25 minutes. Monsieur Pétel, merci. Bien, merci pour cette introduction et merci pour l'invitation. C'est vrai que fallu persévérer pour rentrer en contact entre nous. C'est vrai que c'est important, on est dans un moment important comme vous le faisiez remarquer, puisque à la fois, c'est vrai qu'il y a en 2018, en juin 2018, notre direction à laquelle j'appartiens, la direction de l'agriculture et du développement rural, avait fait une proposition. Donc ça venait effectivement plus du secteur de la politique agricole commune et de l'ancien commissaire, et donc pour ouvrir de nouveau un débat sur la PAC, sachant qu'effectivement il y a eu beaucoup d'événements qui se sont écoulés depuis juin 2018, notamment les élections européennes, le renouvellement du Parlement en juin 2019, et puis l'arrivée d'un nouveau collège au niveau de la Commission. Donc ça a bloqué dans un certain sens la procédure de discussion avec les deux co-législateurs qui sont le Conseil et le Parlement européen, puisqu'il y avait des nouveaux députés qui arrivaient. Donc pour reprendre le flambeau de la discussion, ça met toujours du temps. Mais en même temps, il faut remarquer que lorsque le nouveau collège s'est installé, il y a quand même eu d'abord beaucoup de discussions pour nommer la nouvelle présidente, Madame van der Leyen. Mais en même temps, dans son mandat, donc, elle a été très explicite sur les objectifs et les priorités qu'elle voulait assigner d'une manière générale à la politique européenne. Et donc, elle est partie sur aussi un engagement d'avoir un paquet vert qui était donc, on va dire, publié donc en décembre 2019. Et dans ce paquet vert, on avait déjà annoncé aussi, comme vous le disiez, la production de nouvelles stratégies. Alors, il faut dire quand même qu'au niveau de notre politique agricole commune, déjà en 2018, c'était un peu le fil conducteur. Enfin, si je reprends ma présentation, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Monsieur Pétel, n'hésitez pas à préciser le numéro de la page et j'afficherai la page correspondante. Oui, donc là, c'est la page numéro 3, en fait. Voilà. Je précise pour nos auditeurs que vous êtes au téléphone, donc vous êtes à l'aveugle, c'est ça, hein? C'est ça. Mais donc, pour la page numéro 3, enfin, pour ce slide numéro 3, enfin, ouais,
c'est vrai que j'avais prévu quelques diapos sur la proposition initiale donc, de cette nouvelle PAC. Et donc, dans ces diapos, je mettais l'accent un petit peu sur nos points forts, nos points, forts dans cette proposition. Donc, on voulait remettre à plat un petit peu la gouvernance qu'on peut avoir entre la Commission et les États membres dans la future PAC. On insistait aussi sur le fait qu'on voulait être plus précis sur les objectifs qu'on a assignés à la politique. Et puis, on a insisté aussi sur le fait qu'on allait entrer plutôt sur une démarche d'évaluation, de suivi de la performance de cette politique. Donc, c'est des objectifs assez forts. Et c'est vrai que ça demande après un gros travail de mise en œuvre. La logique, effectivement, d'une nouvelle gouvernance, c'était de dire que on allait plus laisser le soin à l'État membre d'établir un plan d'ensemble pour la PAC. Jusqu'ici, il y a une expérience que les États membres ont, c'est le plan qui définissent pour tout ce qui est développement rural. Et là, on a une demande à ce que ce plan concerne tout le budget de la PAC, à la fois donc le deuxième pilier pour le développement rural, mais aussi le premier pilier pour les aides directes. Donc derrière ça, c'est qu'on veut essayer d'afficher une certaine cohérence et de casser un petit peu, je dirais, les ponts ou les murs qu'il y a entre les différents piliers pour qu'on ait une vue d'ensemble. Alors, si on prend le diaporama numéro 4, là, on met l'accent sur les objectifs. Alors, il y a 9 objectifs communs. C'est pas nouveau en soi, mais ça va être beaucoup plus visible dans notre règlement de base. Pour l'instant, c'était toujours sous l'angle de certains considérants dans le texte. Là, il y a un article spécial pour remettre en avant les objectifs qu'on veut assigner à cette politique. Et on a 3 objectifs spécifiques pour tout ce qui est environnement et changement climatique. Et dans notre communication, on reviendra souvent sur ces objectifs spécifiques. Ça va être un peu un fil, c'est pas un fil conducteur, c'est un point d'ancrage à partir duquel, les États membres devront définir leurs priorités et définir par la suite les interventions qu'ils mettront dans leur plan PAC. Et dans notre proposition, si on prend donc la diapo numéro 5, là, on a une certaine stabilité, on va dire, des outils qui sont utilisés dans le cadre de la PAC pour mieux intégrer la dimension environnementale. Et dans cette diapo, on fait référence d'un côté à ce qui existe jusqu'à maintenant et qui est encore en œuvre, et puis ce qu'on a prévu donc au-delà donc de 2020, tout en précisant qu'au-delà de 2020, maintenant, on est plutôt dans un horizon plutôt 2022-2023. On a donc eu ces échéances électorales du Parlement, mais on a aussi la crise du Covid-19, donc ça retarde beaucoup le calendrier. Mais voilà, donc dans ces éléments, qui sont des outils qui permettent d'intégrer la dimension environnementale. On appelle ça l'architecture verte, c'est notre jargon. Et on a donc des outils qui sont d'une part des outils, des obligations à travers la conditionnalité. Donc ce sont en fait des obligations pour les agriculteurs de respecter certaines règles de base qui figurent déjà dans les législations existantes, les législations environnementales ou dans les législations relatives à la santé animale. Et puis quelques normes qu'on appelle dans notre jargon des GAEC ou des BCAE, des bonnes conditions agricoles et environnementales, qui font partie de la PAC. Et au-delà de cette conditionnalité, on prévoit toujours évidemment des soutiens supplémentaires pour avoir des actions plus ambitieuses à l'initiative des agriculteurs, donc c'est une base volontaire. Et dans ce soutien supplémentaire, c'est vrai que l'effet novateur, c'est de vouloir introduire aussi un élément financier sur le premier pilier.
donc un prélèvement des aides du premier pilier qui sera obligatoire, l'État membre devra le faire, qu'on appelle, et ce fonds, on l'a appelé, justement, comme vous le disiez, un éco-régime. Donc ça donne, je veux dire, un levier supplémentaire pour orienter encore plus l'agriculteur dans sa gestion sur des mesures qui seront plus pertinentes et plus, je dirais, ciblées sur tout ce qui est environnement et changement climatique. Dans ce slide, je ne vais pas m'étaler, mais c'est vrai qu'on fait aussi, on met l'accent sur le fait qu'on a un environnement, on essaie de tisser un environnement au-delà des outils, je dirais, administratifs et techniques, enfin administratifs et de gestion, comme tout ce qui est donc conditionnalité, éco-régime ou mesures du deuxième pilier. On crée un environnement où on veut mettre en avant tout ce qui est toute la recherche, l'innovation. On veut la rendre encore plus accessible et plus visible auprès des agriculteurs. Parce que on a une obligation effectivement que l'État membre fournisse un appui technique auprès des agriculteurs, mais aussi on a tout ce qui est transfert de technologie, et on a le partenariat à l'innovation, le partenariat européen à l'innovation, qui permet aussi de réunir des agriculteurs et des chercheurs et de publier aussi, faire de la publicité sur tout ce qui est bonne pratique agricole. J'insiste là-dessus parce que c'est aussi un élément qui permet de mieux orienter le secteur agricole sur la dimension de l'environnement. Alors maintenant, sur cette base, effectivement, on arrive avec une volonté encore plus prégnante de l'ensemble, je dirais, de la commission, puisque c'est du collège, avec le paquet vert et donc, comme vous l'avez rappelé, la publication donc le 20 mai de 2 stratégies, une sur la biodiversité et une autre sur la fourchette. Donc si on passe à la dia 6 et la dia 7 plutôt. Donc, je ne vais pas, mais aussi parce que c'est très exhaustif et je vais me focaliser sur un angle plus sectoriel. Donc, c'est vrai que dans le paquet vert, il y a cette volonté d'aller beaucoup plus loin dans la durabilité de nos politiques et de l'ensemble des secteurs. Donc, forcément, l'aspect, on va dire, gestion de la terre, aussi l'aspect de l'alimentation est pris en compte dans ce paquet vert, et c'est à travers donc ces 2 nouvelles stratégies. Donc là, je vais reprendre en fait la présentation qui a été faite la semaine dernière pour les collègues au niveau de la DG Agri, donc une présentation en fait sur mesure. J'ai repris quelques diapositives. Donc, si on passe à la diapositive numéro 8, c'est pour vous montrer un petit peu le champ de cette stratégie de la fourche à la fourchette, et d'intégrer donc les différentes dimensions sur notre système agricole et alimentaire, une nouvelle politique agricole et alimentaire, où il est affiché plusieurs, je dirais, objectifs, angles, par une durabilité sociale, une durabilité environnementale et une durabilité économique. C'est vraiment un grand défi de tenir en équilibre, je dirais, toutes ces dimensions. Donc, en ce qui concerne la durabilité sociale, on va évidemment, c'est pas notre DG qui va tout prendre en compte. Nous avons aussi une direction de la santé qui s'occupe de la protection du consommateur et des politiques alimentaires, beaucoup plus. Donc, il y a par exemple la notion de régime alimentaire. Donc, on est conscient que le consommateur aussi a un rôle à jouer dans l'orientation de la consommation et de la production. On intègre aussi la question du bien-être animal, puisque c'est je dirais, un souci sociétal, et même il est même indiqué on intègre aussi les droits sociaux des travailleurs de la chaîne alimentaire. Après, si on revient plus sur la durabilité environnementale, c'est plutôt le sujet sur lequel on est beaucoup plus porté avec la PAC. Il y a la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité, la notion aussi de recyclage et aussi de réduction des pertes et du gaspillage alimentaire. Et sur l'angle économique, il est quand même rappelé l'importance d'avoir un revenu aussi équitable pour les agriculteurs et les pêcheurs, donc pour tous ceux qui travaillent donc sur cette chaîne de production, donc une transition aussi juste. Donc
en ayant rappelé un petit peu je dirais, ces dimensions de cette stratégie de la fourche à la fourchette, je n'ai pas la présentation pour la stratégie biodiversité, mais pour la stratégie biodiversité, évidemment, l'accent est mis sur la préservation de cette biodiversité sur des zones comme Natura 2000 et aussi sur la volonté qu'on ait au sein de la sphère agricole un certain pourcentage dédié à des éléments favorables pour la biodiversité. Donc, si je reprends la dia 9, justement, où là, dans la stratégie de la fourche et la fourchette, on a des objectifs qui sont très précis et même des objectifs qui sont quantifiés. Donc, je dois dire que ça a fait ça a généré de nombreuses discussions à l'intérieur des DG. Il faut aussi signaler qu'il y a une volonté politique aussi qu'on a voulu délivrer ça dans un calendrier, je dirais, assez, on va dire, restreint, même si il y a eu des retards suite au Covid-19. Donc, voilà, c'est une décision collective, mais derrière, il y a eu quand même beaucoup d'échanges. Et on arrive effectivement sur des objectifs précis. D'une part, il y a une volonté de réduction des pollutions. Donc, il y a l'accent qui est mis sur la réduction de l'utilisation des pesticides, l'utilisation globale et des risques sur les pesticides chimiques et une réduction surtout sur les pesticides les plus dangereux. On a aussi un volet sur tout ce qui est nutriments. Ce n'est pas nouveau puisqu'on a déjà des législations, on a une directive cadre sur l'eau, on a une directive nitrate, mais c'est pour afficher aussi le fait qu'on ne veut réduire l'excès de nutriments, on ne veut pas réduire l'utilisation forcément en totalité des fertilisants. Dans la directive, dans la stratégie, on parle de réduction de 20% des fertilisants, mais c'est plutôt une réduction du surplus qui est mis en avant. On a le volet animal avec la réduction de la vente des antibiotiques, sachant que de nombreux progrès ont été faits depuis les dernières années. Je ne suis pas l'expert, mais certains collègues avec la DG Santé l'ont mis en avant. Et l'accent a été mis sur le développement de l'agriculture biologique avec au moins 25% de terres. Ce chiffre de 25%, si je parle de la DG Agri, on a été assez partagé, même si c'est un bon objectif, parce qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas effectivement sur le terrain avancer aussi rapidement. Et en termes de communication, c'est vrai qu'on parle d'agriculture biologique, mais on voudrait parler aussi des pratiques plutôt agroécologiques qui permettront un petit peu d'aller dans ce sens. Donc si on passe à la dia 10, là, c'est donc comment on va s'assurer qu'on puisse atteindre ces objectifs. Donc, on a mis en avant ce qui est mis en avant dans cette dia. Donc, on va repartir de la PAC. Et là, je vais plutôt revenir sur la proposition de réforme dans les diapositives qui vont suivre. Mais on voit aussi qu'il y a la PAC en elle-même, mais il y aura d'autres champs législatifs qui vont être explorés et sur lesquels on va devoir travailler. Et ce n'est pas seulement la DG Agri qui va porter ce travail. Ça va être aussi d'autres unités avec qui d'autres directions, avec qui on travaille en forte coopération. Donc, si on prend l'aspect, par exemple, pesticides, donc ça va être la DG Santé qui va être leader dans ce domaine. On a d'ailleurs une réunion la semaine prochaine pour rediscuter un petit peu de ce cadre avec d'autres collègues. Moi, je ne suis pas l'expert sur le sujet, mais il y a une volonté, oui, effectivement, de bien revoir et surtout de bien affirmer la mise en œuvre de certaines directives. Donc, dans les pesticides, on a une directive sur l'utilisation durable des pesticides, elle date de 2009. Il y a eu plusieurs rapports d'exécution sur cette directive et on a déploré effectivement une mauvaise mise en application, mauvaise transcription, une mauvaise application de cette directive par les États membres. Et
on voudrait mettre l'accent dans cette directive donc sur on voudrait mettre l'accent sur le fait que les États membres doivent bien l'appliquer, définir des plans nationaux et surtout bien mettre en œuvre la lutte intégrée, sachant qu'il y a déjà une annexe dans cette directive, mais c'est une annexe qui rappelle en fait les grands principes de la lutte intégrée, mais on voudrait voir que ces principes en fait soient bien transcrits dans des pratiques ou des mesures à mettre en œuvre au niveau de l'exploitation et que l'information soit vraiment bien clairement communiquée, je dirais, à la communauté agricole. Parce qu'il y a encore des efforts à faire dans le domaine. Dans ce domaine pesticide, on va insister aussi sur l'autorisation, sur le travail de l'autorisation des molécules et des substances actives. Et dans ce domaine, on voudra peut-être être plus sévère sur certaines autorisations, mais ce que j'ai entendu des collègues, c'est qu'on voudra accélérer certaines autorisations de mise en marché pour certains produits donc plus biologiques, moins, je dirais, toxiques que d'autres produits. Des produits aussi qui devront se substituer à des produits hyper toxiques dans le champ de l'existence, dans le champ existant pour les panels de produits qui sont utilisables. Voilà, donc pour ce qui est l'aspect pesticide, donc encore un grand chantier qui s'annonce. L'agriculture biologique, là, on demande de refaire un plan d'action pour 2021-2026 et un travail aussi sur un plan d'action pour la gestion intégrée des nutriments qui va être plutôt conduit, je pense, par la DG Environnement, mais d'une façon conjointe avec la DG Agri. Et si je repasse sur la slide suivante, donc le numéro 11, donc là, c'est pour montrer aussi qu'on va intégrer la dimension, je dirais, animale, de la production animale et l'aspect bien-être animal. C'est clair il faut s'attendre à ce que la DG Santé revoie l'acquis communautaire qui existe sur le bien-être animal dans les différentes directives, revoir aussi le règlement concernant les additifs pour l'alimentation. Un autre aspect que je maîtrise beaucoup moins, mais c'est aussi le renforcement de la position de l'agriculteur dans la chaîne alimentaire et il y aura forcément des projets de nouveau dans ce sens, on va dire. Et un point qui est intéressant pour vous, je pense, c'est une proposition relative à un réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles. Donc, ce réseau existe, c'est un réseau d'information comptable, mais il y a une volonté de l'ouvrir à d'autres indicateurs, des indicateurs plus agronomiques, pour pouvoir mieux mesurer au niveau d'un panel d'exploitation, le panel qui existe dans ces réseaux, donc l'impact de l'activité agricole, mais de la PAC aussi sur l'environnement. Donc maintenant, je vais, après avoir exposé en fait ce qui nous attend à travers ces stratégies, d'une façon assez large, on va dire, je vais revenir sur donc la proposition en elle-même, la proposition de la PAC. Donc, si on prend la proposition de la PAC, donc si on avance sur la slide numéro 13 maintenant. Il nous reste une bonne dizaine de minutes, hein, Monsieur Pétel. Comment? Il nous reste une dizaine de minutes, à peu près. D'accord, ça va. Donc, oui, non, donc si je reviens donc sur la proposition actuelle de la PAC, donc là, on est à la diapo numéro 13. On a certains messages, on va dire, de dire qu'il y a, pour nous en tout cas, on reconnaît quand même qu'il y a une compatibilité entre ce qu'on avait proposé et les nouvelles priorités qui sont assignées à travers ces stratégies. Donc on pense que le cadre est approprié. Donc on va s'assurer à ce que les principaux éléments de la proposition soient conservés. Et c'est peut-être pour nous très utile d'avoir ces stratégies dans une période encore de négociation, je veux dire, entre les deux co-législateurs, le Conseil et le Parlement. Ça va aider la Commission à pouvoir affirmer, je dirais, s'affirmer sur les propositions qu'elle avait faites. On est conscient qu'on peut faire encore certaines améliorations.
Et aussi, on va beaucoup travailler avec les États membres pour s'assurer à ce qu'ils fassent le nécessaire dans les plans d'action. Donc, si je prends la diapo numéro 14, la diapo suivante. Donc, pour nous, comme je disais, il faut conserver certains éléments. Et comme j'avais fait remarquer, dans l'architecture verte, donc il y a certains éléments qui sont là, comme la conditionnalité. On parle de conditionnalité renforcée. Et sur ce point, il faudra qu'on soit ferme si on veut garder la proposition à l'état. Je pourrais rentrer dans le détail pour vous montrer un petit peu des choses qui sont peut-être pas nouvelles, mais des choses qui sont toujours là et sur lesquelles on doit continuer à s'affirmer parce qu'elles sont très fragiles en fait. Cette proposition de la conditionnalité renforcée reste très fragile au regard, je dirais, de l'attitude des États membres dans le cadre de la négociation. De bien insister, si on a un éco-régime, que ce éco-régime soit obligatoire, sachant que dans les débats, certains États membres demandaient à ce qu'il soit volontaire. S'assurer aussi qu'on a toujours une enveloppe financière minimale et individualisée pour l'environnement et le climat, ceci dans le deuxième pilier, l'obligation à ce que 30% du deuxième pilier soit réservé pour ces actions. J'insiste, en dehors donc de l'aide qui est donnée aux zones à handicap naturel, donc ce qui renforce encore plus, je dirais, ce fonds qui serait dédié à l'environnement. On va bien sûr garder ce qu'on avait mis en place pour la mesure et l'évaluation de la performance, donc la collecte des données et une approche commune en matière de données, de collecte de données. Ça, c'est un gros travail sur des indicateurs, je dirais, d'exécution de résultats qu'on a dans notre proposition, qui sont toujours en discussion aussi avec les États membres. Et bon, après le dernier point, c'est dispositions pour le renforcement de la position des agriculteurs. Là, j'en parlerai beaucoup moins, mais ça fait partie d'un point qu'on veut mettre à conserver. Donc, en matière d'amélioration, le travail va se focaliser sur l'éco-régime, puisque pour l'instant, l'éco-régime c'est un article dans le lac de base. Il y a quelques paragraphes. Donc, on a certains éléments qui sont quand même assez précis. On a parlé d'objectifs environnementaux et climatiques, des mesures, des aides à l'hectare et des aides qui sont pour les agriculteurs actifs, des hectares qui sont dans le champ agricole, des hectares éligibles aux aides directes. Donc il y a certains éléments qui cadrent un petit peu cet éco-régime. Dans l'éco-régime actuel, il y a des possibilités aussi d'être plus libre dans la façon dont on va calculer les aides. Mais il est vrai qu'on n'a pas d'enveloppe financière qui est dédiée à l'éco-régime. Il n'y a pas une obligation d'avoir une enveloppe minimale. Et ça, c'est une discussion qui est sous-jacente, qui était déjà sous-jacente en interne au niveau de la commission. Et là, je pense qu'elle va être encore plus mise en avant suite à la publication de ces deux stratégies, puisque si on veut aller plus loin sur l'environnement, il faut évidemment que ce soit clair au niveau de la disponibilité des fonds qui va être engagés par les États membres. Il y a aussi le souci d'être, et là c'est pas encore bien affirmé, mais d'intégrer beaucoup plus le bien-être animal et la question de la résistance aux antibiotiques, donc la lutte l'aspect antimicrobien dans la PAC. Donc voilà, ce qui est sous-jacent dans le renforcement de cette proposition. Alors, je ne sais pas si je dois aller plus loin. Je veux pouvoir, sur la slide 16, donc là, je ne vais pas trop insister, mais c'est renforcer cette conditionnalité. Et on a une liste de BCAE qui est là, et je ne vais pas trop me focaliser dessus, simplement pour vous dire que quand même, elle n'est pas toujours bien admise par tous les parties prenantes. On a introduit aussi une BCAE concernant la protection des zones humides et des tourbières. Ça concerne peut-être peu la France, mais c'est
peut-être 3 ou 4% de certaines surfaces au niveau européen, et c'est quand même des émetteurs de carbone potentiels. Et ça, il y a beaucoup d'études qui l'ont mis en avant, donc on va insister là-dessus. Et on va insister aussi sur une BCAE, la BCAE 9, qui est des parties des terres consacrées à des éléments non productifs, qui est en fait c'était déjà préfiguré déjà dans le verdissement, où il y a une obligation au niveau des terres arables d'avoir des zones pour la biodiversité. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très bien bien appliqué, puisqu'on a plusieurs façons de mettre en avant ces zones. Soit on fait des cultures, soit on met des éléments du paysage. Donc là, nous, on veut parler plutôt des éléments du paysage, des jachères, dans le cadre de cette BCAE. Et si je passe à la slide numéro 17, là, c'est par rapport à l'écorégime. Donc, comme je l'ai déjà dit, on voudrait avoir une enveloppe financière minimale. Donc, c'est une question que pour l'instant j'ai mis. Sur le champ de l'écorégime, pour l'instant, c'est l'environnement et le climat, et on aura une question: comment intégrer la question animale? Est-ce qu'on doit l'intégrer dans ces objectifs du bien-être animal? Dans cet écorégime, c'est vrai qu'on est dans des aides, dans un financement du premier pilier, et dans la gestion, on est plutôt sur des gestions annuelles des aides, mais au regard de tout ce qui est demandé et au regard de la pertinence en fait des actions qu'on doit mettre en œuvre, on va insister sur le fait qu'on puisse avoir une gestion pluriannuelle de l'écorégime, c'est-à-dire que ce soit une action menée par un agriculteur soit prévue dans le temps. On est conscient qu'on ne peut pas faire en une année quelque chose avec un résultat qui soit tangible. Pour l'instant, on a une certaine souplesse dans la définition des pratiques, mais peut-être qu'on va être beaucoup plus précis sur la liste des pratiques qu'on veut mettre en œuvre dans le cadre de l'écorégime. Sinon, par rapport aux règles de l'OMC, c'est vrai que ce paiement est considéré, il y a deux voies de considérer ce paiement. Soit c'est un paiement fondé sur des compensations, ce qui existe déjà dans le développement rural, soit c'est un paiement qui est plus incitatif, qui est beaucoup plus libre. On est libre de le fixer, donc on peut être un peu plus généreux, mais on aura forcément une discussion au regard de la classification de ce paiement, surtout le paiement incitatif au regard de l'OMC. Et ça, c'est encore des discussions internes, mais je pense qu'on est conscient qu'il faut qu'on évolue cette classification. Je ne sais pas si on y parviendra, mais je vous le dis. Et si je passe à la slide 18, donc là c'est pour mettre l'accent justement sur notre nouvelle gouvernance. Comment, dans mon État membre, on lui a demandé de faire un plan, on lui a demandé aussi de faire une analyse en fait des faiblesses, des opportunités, des forces, et ben oui, c'est la forme, enfin la SWOT analysis en anglais peut-être, je ne sais pas si c'est bien traduit. Et donc dans cette cadre de cette analyse, qui est, je dirais, certains États membres l'ont déjà plus ou moins réalisé, donc de bien identifier les besoins et de hiérarchiser les besoins, et ensuite d'avoir une stratégie d'intervention. Donc là, c'est le cœur un petit peu du travail qui est en cours, et c'est un peu aussi un élément central dans comment on regarde ce que demandé à travers les deux stratégies, comment on va orienter les États membres dans la définition de leurs plans et de leurs besoins. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué pendant un temps en disant que l'État membre avait, c'est vrai, une flexibilité pour s'adapter à sa situation, pour prendre en compte les priorités locales, mais en même temps, on voit très bien qu'on a beaucoup de choses beaucoup d'objectifs à remplir. Donc, on ne pourra pas non plus faire l'impasse sur certains objectifs qui sont visés dans ces deux stratégies biodiversité et de la fourche à la fourchette. Donc, on va rentrer dans une phase justement où on va devoir instaurer donner des recommandations et instaurer un dialogue avec les États membres, même si on l'a déjà commencé. Mais ça, c'est des discussions qui sont en cours.
Et même, il y aura une volonté, peut-être que dans ce dialogue qu'on aura entre les États membres et la Commission, de voir comment ils vont se donner des objectifs, je dirais, chiffrés au regard des cibles qui sont affichées dans la stratégie et de la fourche et la fourchette vis-à-vis de la réduction des pesticides, des fertilisants, de l'objectif d'avoir au niveau de l'agriculture biologique et aussi des éléments du paysage vus par la stratégie biodiversité. Donc, vaste aussi chantier dans les mois qui viennent, l'année qui vient après, donc pour la constitution de ce plan stratégique. Dans ce plan stratégique, donc, on a l'examen, une évaluation des besoins, on a une définition des stratégies d'intervention, donc comment on va articuler, par exemple, la conditionnalité avec des interventions qui seront dans l'éco-régime ou dans le deuxième pilier, et comment en fait, ces interventions qui vont s'articuler les unes par rapport aux autres, comment elles vont adresser les objectifs spécifiques de la PAC, mais en même temps comment elles vont rejoindre aussi les cibles qui sont dans les deux stratégies. Alors, dans cette démarche de stratégie d'observation... Vers les questions, peut-être quelques mots sur les indicateurs de suivi. Oui, c'est ça. L'évaluation. Donc, oui, c'est ça. Alors, je vais peut-être passer aux slides qui suivent. Slide 20. La dernière ou l'avant-dernière. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, une fois qu'on a défini ces interventions, c'est vrai qu'on a demandé aux États membres d'avoir un objectif de résultat, un indicateur de résultat. C'est un objectif ciblé, quantitatif. C'est-à-dire que dans cet indicateur de résultat, Result Indicators, on aura en fait le nombre d'agriculteurs et le nombre d'hectares qui seront concernés sous une thématique. Préservation des habitats, préservation des éléments du paysage, préservation de Natura 2000. Les interventions qui seront donc visées et les pratiques que les lecteurs devront mettre devront être répertoriées sous cet indicateur de résultats. Et donc, devront être suivies année par année comment cet indicateur de résultats, il y a une cible qui est fixée au départ, comment ça va se remplir au cours des années d'exécution du plan d'action. Donc, c'est un suivi global, on va dire, de l'exécution du plan d'action au regard d'indicateurs on va dire, pour certains très basiques, mais le nombre d'hectares et le nombre d'agriculteurs concernés par une pratique. Et comment cela est classifié selon des indicateurs de résultats. Alors, voilà, ça c'est pour le suivi de l'exécution. En même temps, sur l'état environnemental, on a certains indicateurs qui sont déjà connus, des indicateurs de contexte et d'impact, qui donnent la température sur l'état environnemental de l'État membre, sur l'état de la qualité des eaux, on va essayer d'avoir aussi une cartographie plus élaborée sur les éléments du paysage. Est-ce qu'il y a des zones où il y a plus d'éléments du paysage, certaines zones où il y a déjà suffisamment d'éléments du paysage. Il y a aussi l'index sur les oiseaux. Enfin, voilà, tous ces indicateurs sont là et on va continuer à les suivre, mais on va peut-être on va essayer de les affiner. Alors, il y a une slide qui a été faite par les collègues, justement, de rappeler donc ces indicateurs d'impact et les indicateurs de réalisation et de les mettre en rapport avec les stratégies et les cibles de la stratégie. Ce que je voulais aussi vous mettre en avant, donc c'est le dernier slide, le slide 22. C'est peut-être ça correspond un petit peu à vos réflexions. Donc à travers ces indicateurs, on voit bien qu'on a, c'est pour moi, enfin, il y a des choses bien établies, mais c'est des choses qui sont en construction et plus ça va, plus on avance dans la discussion, plus je pense qu'on va mettre l'accent sur ces éléments. Donc on a ce que je disais, on a déjà des évaluations à un niveau macro de l'état environnemental, donc ce sont ces fameux indicateurs d'impact ou de contexte, peu importe, c'est un niveau macro. Après, on va avoir un suivi de l'exécution, donc une évaluation de la performance, mais à travers l'exécution. Donc, ce sont des nombres d'hectares, nombre d'agriculteurs qui sont engagés sur certaines pratiques. Et après, je pense que
dans la discussion en interne, on voudrait quand même beaucoup plus se rapprocher au niveau de l'exploitation agricole et voir ce qui se passe au niveau de cette exploitation agricole par rapport à l'activité agricole existante, mais par rapport aussi, surtout, aux mesures qui seront définies par les États membres, comment cela va se traduire en termes d'impact environnemental. Tout en étant conscient que, évidemment, ce n'est pas en une année ou 2 années qu'on va avoir certains effets. Mais on veut vraiment faire le lien entre ce qui serait mis en œuvre au titre de la PAC et ce qui peut se passer au niveau de l'exploitation. Donc, je reviens par exemple sur cette fameuse ce réseau d'enquête qui existe, le RICA qui existe, cette volonté de l'étendre à d'autres, de l'ouvrir et de définir d'autres indicateurs. Donc, ça va être aussi une grande discussion qu'on va avoir avec les États membres. Mais c'est dans cette perspective de pouvoir plus mesurer les choses au niveau de l'exploitation. Il y a aussi, de la part de la DG Climat, une volonté, par exemple, de développer des schémas bas carbone, cette notion de séquestration de carbone et même cette volonté d'avoir des crédits carbone. Donc, pour développer ça, ça va beaucoup être plus leur volonté, en tout cas la DG Climat, c'est d'avoir des choses au niveau de l'exploitation et fondées aussi sur des indicateurs et des perspectives de résultats. Ce qui est en cours aussi au niveau de notre direction, et il y a une réunion cet après-midi, c'est d'autres collègues qui s'en occupent, donc une unité recherche et innovation. C'est un partenariat européen sur l'agroécologie fondé sur des Living Labs. Donc, je ne suis pas dans l'unité, donc je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. C'est un projet pour l'instant, hein, ce n'est pas encore bien élaboré, mais il y a des échanges sur le sujet. Et en fait, si on reprend cet instrument, on va se retrouver sur des exploitations et il y aura forcément l'intérêt de mesurer les choses au niveau de l'exploitation. Et je sais qu'après, c'est une unité conjointe, il y aura forcément, dans le cadre de nos instruments actuels, administratifs, hein, qui sont les demandes d'aide et puis la gestion du registre parcellaire, c'est vrai qu'on collecte des informations de la part de l'agriculteur et ces informations peuvent être encore plus enrichies sur la base d'indicateurs et partagées avec les États membres. Donc il y a ce travail aussi qui est en cours. Et voilà, je voulais vous exposer un peu ça sur cette dernière partie pour vous montrer que c'est un petit peu une voie aussi d'avenir qui devient de plus en plus pertinente. Enfin, c'est un point de vue plus personnel, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup trop on laisse de la liberté aux États membres, il y a un refus à ce qu'on soit prescriptif au niveau communautaire, au niveau de certaines pratiques. Donc après, voilà, pourquoi pas laisser plus de liberté, mais à ce moment-là, alors, à charge pour vous de montrer qu'il y aura forcément un résultat sur le terrain, quel que soit le chemin que vous allez prendre, même si on va évidemment cadrer le chemin. Voilà ce que je voulais un peu vous partager cet après-midi. Merci.